Au terme de cette journée riche de réflexion, vous aurez sans doute mieux compris le sens initial de notre démarche. Academia Christiana ne prêche pas une doctrine figée ou une idéologie quelconque. Nous sommes des hommes et des femmes qui acceptent de reconnaître nos limites et d'ouvrir un débat sans peur d'être remis en cause dans nos certitudes. Nous nous méfions des étiquettes et des slogans. Nous ne sommes ni sécessionnistes, ni royalistes, ni nationalistes, ni identaristes ou que sais-je encore. Nous sommes simplement nous-mêmes. Nous nous posons humblement des questions car nous voulons nous engager le plus efficacement possible dans des chemins cohérents qui donnent un sens à nos vies. En réalité, à Academia Christiana, nous avons des membres qui agissent dans les deux directions, sécession et reconquête. Mais alors, l'opposition entre ces deux termes était-elle factice? Aurions-nous osé vous tromper en les opposant artificiellement? Je ne crois pas. Il y a bien quelque chose qui oppose la reconquête et la sécession. En un sens, ces deux termes peuvent conduire à des impasses. Premièrement, il faut combattre la nostalgie stérile. Si la reconquête est comprise comme un conservatisme stérile, un regard en arrière vers un monde qui ne reviendra jamais, alors cela ne mène qu'à l'amertume et au ressentiment. Être un adulte, c'est aussi savoir faire le deuil de ce qui ne reviendra plus. Le « c'était mieux avant » ne pose rien de constructif. Il ne fait qu'ajouter des sanglots à la longue liste des plaintes. Ne soyons donc pas de ces êtres dont la seule passion est de critiquer sans cesse et qui s'enferment dans un flux virtuel d'informations, toutes plus sombres les unes que les autres. Deuxième point, il faut arrêter d'être à la remorque de l'actualité. La reconquête ne doit pas nous faire courir sans cesse après l'actualité et le bruit médiatique. Mais faire sécession n'implique pas non plus de vivre en ermite sans s'informer ni communiquer. Ne soyons pas binaires. Entre tout et rien, il y a une infinité de nuances. Apprenons donc à tempérer notre avidité d'écran, sachons nous retirer ponctuellement du bruit pour nous ressourcer et prendre du recul. Quoi de mieux que les retraites dans les monastères bénédictins pour réapprendre le sens du temps long. Troisième point, ne pas gaspiller nos énergies. Nous ne pouvons renoncer à la prise du pouvoir, mais il ne faut pas non plus continuer éternellement à placer tous nos espoirs dans les urnes. La politique politicienne tient le plus souvent du parasitage que du civisme. L'impossibilité d'unir les droites est sans doute davantage due à des questions financières de personnes ou de partis plutôt qu'à des questions idéologiques. Quand je pense aux sommes gigantesques investies dans la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, je ne puis m'empêcher de songer à ce qui aurait pu être fait avec seulement le 10e de cet argent dans une école hors contrat, un projet communautaire ou entrepreneurial. La médiatisation des enjeux nationaux, les mirages de la victoire démocratique nous coûtent plus qu'ils nous rapportent. Certes, il est salutaire de libérer la parole, de donner aux Français des porte-voix, mais cela ne doit pas se faire au détriment du reste. Faute d'avoir investi dans des projets métapolitiques, écoles, culture, entreprises, formations, associations, nous nous trouvons nus lorsque vient la désillusion électorale. Mais ce n'est pas seulement de l'argent qui est gaspillé, c'est aussi des énergies militantes. Il est peut-être plus enthousiasmant de se mobiliser à la lumière des projecteurs pendant 6 mois de campagne électorale que de persévérer quotidiennement dans un militantisme discret et parfois ingrat. Les meetings présidentiels attireront toujours les masses car ils les flattent. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux masses. Je m'adresse à des esprits indépendants, aux futurs cadres, à ceux qui sont capables d'orienter les choses. Pour nous, il n'est donc pas question de se laisser berner par les boniments des politicards professionnels. N'adoptons pas pour autant des postures d'adolescents rebelles à l'égard de la politique. Qu'on le veuille ou non, la vie parlementaire, les conseils régionaux, départementaux et municipaux ont une incidence réelle
sur le cours des choses. Certes, ils sont incapables de révolutionner quoi que ce soit, et leur pouvoir est très limité, mais ils conditionnent des lois et des budgets, des subventions qui seront versées ou non à nos ennemis politiques. À Academia, nous avons des élus, et loin de s'illusionner sur un pouvoir qu'ils n'ont pas, ils font un travail simple, mais rigoureux, qui consiste, lorsqu'ils sont dans l'opposition, à ne jamais laisser passer ce qu'ils sont en devoir de combattre. C'est peu de choses, mais ça n'est pas rien. Nous avons vu aussi des camarades prendre des mairies et améliorer peu à peu la gestion d'une ville. La politique locale, et en particulier à l'échelon municipal, est loin de toutes les grandes querelles idéologiques. Elle s'apparente davantage à un service de proximité dans la prise en compte des soucis de notre peuple. Il serait donc, à mon sens, très coupable de notre part de nous en désintéresser totalement. La sécession est quant à elle une impasse lorsqu'elle consiste uniquement à échapper au tracas de la vie urbaine. S'il existe aujourd'hui un séparatisme de fait des communautés immigrées, d'un côté, et des néo-ruraux de l'autre, cela ne constitue pas un projet politique. La sécession sera féconde si elle vise le rayonnement. Et il est évidemment compréhensible, voire salutaire, de chercher à se protéger du déclin civilisationnel, mettre ses enfants à l'abri de la propagande LGBT et anti-française, fuir l'insécurité galopante, s'éloigner des quartiers gangrénés par les trafics de drogue, retrouver un mode de vie plus sain au contact de la nature sur des terres ancestrales. Mais si tout cela n'est pas suivi d'un engagement politique au sens noble du terme, on risque simplement de constituer nos propres réserves d'Indiens, laissant le terrain à nos adversaires. À l'exemple de ce qu'ont fait certains d'entre nous en Provence, en Anjou, en Savoie, en Normandie, dans les Flandres, en Bretagne, en Lorraine, dans les Vosges et sans doute ailleurs, il est nécessaire de constituer des communautés. Non pas des kibboutz entourés de barbelés, mais des écosystèmes féconds. À l'image d'un organisme sain, il faut être à la fois capable d'entretenir des rapports avec l'extérieur pour se nourrir, croître et se reproduire, mais aussi de conserver une santé interne permettant d'empêcher toute corruption venue du dehors. Cela consiste à conjuguer avec équilibre nos rapports entre l'intériorité et l'extériorité. Ni repli sur soi, ni fuite en avant non maîtrisée. La sécession doit donc permettre la reconquête. Et pour cela, il faut adopter une vision des choses sur le temps long. Renoncer à l'immédiateté pour se consacrer à des objectifs lointains et plus ambitieux. Cesser de sacrifier la spiritualité, l'éducation, la transmission, la vie communautaire et la culture à des impératifs à court terme, comme la dédiabolisation, les scrutins nationaux ou la réaction médiatique. Il faut investir dans des bases autonomes durables, non pas des bunkers survivalistes, mais des bases arrières qui nous permettent de gagner en autonomie vis-à-vis de l'État sans se couper de nos contemporains. Ces bases doivent nous permettre de rayonner et non pas de nous réfugier entre nous. Ce qu'il faut viser, c'est l'indépendance à l'égard d'un système qui cherche à nous assimiler ou à nous éliminer. Il faut construire notre propre réseau économique. À l'exemple du Puy du Fou, développer nos alternatives culturelles. Il nous faut des écoles libres, avec une offre diversifiée et des soutiens financiers afin qu'elles ne soient pas seulement des œuvres élitistes pour les plus riches. À terme, celles-ci pourront constituer peut-être des modèles de fonctionnement pour la refondation d'un enseignement public sain. Il nous faut des maisons de l'identité qui ne soient pas des bars miteux pour pseudo-rebelles alcooliques, mais des trésors de beauté et de convivialité ouverts à nos contemporains. Il nous faut des médias qui ne relaient pas de fausses informations au prétexte qu'elles servent nos intérêts, mais des journalistes clairvoyants et professionnels qui ne parlent pas un langage outrancier, mais celui de la vérité. Il nous faut des élus locaux au service du peuple, courageux et exemplaires, qui ne parasitent pas les énergies pour conserver des indemnités. Il nous faut des mouvements et des associations qui soient capables de dépasser les querelles de chapelle
pour former une jeunesse engagée au service du bien commun. Il nous faut des foyers solides et des communautés soudées, capables de dépasser l'individualisme et les tensions humaines pour porter des projets communs et redonner à l'Europe un destin. En bref, il faut agir, sans attendre de reconnaissance de l'État, ni de la hiérarchie ecclésiastique. Cessons de pleurnicher, de réclamer des droits ou de la bienveillance de la part de ceux qui veulent nous voir disparaître. Passons à l'action sans nous soucier d'eux. Et, parce qu'au bout du compte, tu ne te souviendras pas du temps passé au bureau ou à tondre la pelouse, va t'engager avec tes camarades pour cette magnifique aventure collective. Chers amis, je vous remercie pour votre soutien et je crois qu'ensemble, nous incarnons l'espoir d'une renaissance. Je compte maintenant sur votre persévérance et votre fidélité, engagement et soutien financier. L'heure est aux efforts et aux sacrifices, mais aussi à l'amitié et à la joie. Haut les cœurs, sur Sum Corda.